Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et on va vraiment parler médias aujourd'hui avec un spécialiste. Bonjour Philippe Bailly. Bonjour. Vous êtes fondateur et PDG de NPA, vous êtes spécialiste de l'économie des médias. Et c'est vrai qu'on a un paysage audiovisuel médiatique qui est en train de bouger. Nos usages sont en train de changer avec le replay, avec un certain nombre de plateformes. Et on voulait faire un point avec vous sur l'évolution de ces médias. Mais juste avant, on va passer au zapping comme tous les jours. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, un an après le scandale des EHPAD, les choses ne s'améliorent pas. Et hier, il y avait Bernard sur Touche pas à mon poste qui livrait un témoignage fort sur ce que vivait sa mère, Marie-Louise. C'est un moment bouleversant chez Cyril Hanouna. En plus de la colère, on est inquiet. En fait, ça lui a déjà arrivé d'avoir la cheville de foulée alors qu'elle est en fauteuil roulant. C'est ça que je comprends pas. Ouais. Une autre fois, ma petite sœur s'est rendue compte qu'elle avait les cheveux qui étaient collés par le sang. Parce qu'elle avait une plaie à l'arrière du crâne. Et là, ils ont appelé ma petite sœur en disant qu'elle était tombée. Excusez-moi. En disant qu'elle était tombée. Voilà. Ils l'ont pas amenée aux urgences, ils n'ont pas fait de radio. Alors ils ont appelé ma petite sœur qui a dit écoutez, l'amener aux urgences, ça sert peut-être à rien. Et il me dit oui, on va la surveiller, il faut la surveiller. Ma sœur y est allée dès qu'elle a quitté le travail et elle a pris une photo d'ailleurs. Ma mère était toute seule, sur son fauteuil roulant, en train de dormir, devant la télé. Une dernière précision, il paye 3 500 € par mois pour sa maman dans cette EHPAD. C'était un moment fort hier dans Touche pas à mon poste. Peut-être un mot sur Touche pas à mon poste et sur la polémique lancée par Cyril Hanouna sur le service public, à savoir est-ce que 4 milliards d'euros pour le service public, c'est normal ? C'est pas plus, c'est même plutôt moins que dans beaucoup de pays étrangers. Et puis surtout, on ne sait pas forcément, en tout cas les auditeurs savent pas forcément ce que ça recouvre. En fait, c'est pas seulement France Télévisions, c'est toutes les antennes de Radio France, c'est France Média Monde, c'est l'INA. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui ont plutôt fait pas mal de sacrifices depuis 5 ans. Enfin, ça fait 5 ans que leurs ressources baissent significativement. Je suis pas sûr que c'était la meilleure des polémiques. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça? C'est la question. Quand il dit il y a 5 chaînes de radio, un nombre de chaînes de télévision, c'est la question. Est-ce que c'est bien géré? Alors, je vais prolonger la vôtre. On peut se dire il y a de plus en plus de contenu disponible sur le numérique. Donc, est-ce qu'on a encore besoin que l'État s'en mêle? Et moi, j'ai l'impression, enfin, en tout cas, que l'audiovisuel public s'en mêle. Et j'ai l'impression que oui, parce que sur ces réseaux, on voit beaucoup de choses absolument non régulées, donc vraiment du n'importe quoi, et je reste mesuré dans mes propos. Et donc d'avoir un certain nombre de chaînes, mais de la même manière que d'avoir des diffuseurs privés comme TF1, M6, comme Sud Radio, RTL ou Europe en radio, etc., qui sont encadré par l'Arcom et avec une responsabilité encore un peu plus grande pour les médias publics, je crois, oui, que c'est utile et que c'est même nécessaire. Mais est-ce qu'il n'avait pas raison, d'une certaine façon, Cyril Hanouna, sur le fait qu'il y a une escroquerie, sur le fait qu'on a supprimé la redevance, mais que finalement l'État donne beaucoup d'argent et que finalement on paye d'un autre côté, alors qu'on nous a fait croire qu'on gagnait de l'argent avec la suppression de la redevance? Alors, il y a deux choses. Il y a sur le beaucoup, quand il a fait sa sortie à l'antenne, il a expliqué qu'on pourrait payer les profs, les policiers, les infirmières, tout ça avec l'argent du service public. Juste 2 chiffres. Un peu moins de 4 milliards pour l'audiovisuel public, 140 milliards rien que pour l'éducation nationale. Donc, penser que l'un va compenser l'autre, à mon avis, c'est un peu utopique. Et sur est-ce qu'il y a tromperie? Est-ce que par contre, il y a eu un jeu de bonneteau consistant effectivement à supprimer la ligne de redevance, mais à vous la ramener sous forme de TVA? Oui, là, effectivement, l'État, comme ça avait été le cas il y a longtemps avec la vignette automobile, c'est un peu le même genre de mesures d'affichage, mais qui, dans le fond, ne correspondent pas à de vrais choix. Dans C'est à vous, Alain Baugrain-Dubourg a poussé un coup de gueule sur la pseudo-politique écologique d'Emmanuel Macron. Il se dit déçu de ses décisions sur la chasse, Valérie. C'est pas acceptable que quand il y a 80% des Français qui veulent tout simplement la paix le dimanche, on ne les entende pas. Là encore, il y a un discours qui est différent entre ce qui est proposé, ce qui est annoncé de la part du président de la République qui dit mon quinquennat mon second sera écologique ou ne sera pas. Je lui propose d'écouter les Français qui veulent à 80% qu'on ne chasse pas le dimanche pour qu'on se promène tranquillement dans la nature.
Un son pour vous, Philippe Bailly, qui connaît bien les médias. Hier, au bar de Pascal Praud sur CNews, on a parlé de la liberté de la presse et de la campagne publicitaire que lance la chaîne CNews, donc, et que Le Monde et Libération a refusé de publier. Laurent Geoffrin, ancien de Libération, s'est opposé à Pascal Praud. Eh bien, figurez-vous qu'il y a des journaux qui ont refusé cette campagne de publicité. Et parmi ces journaux, quelle surprise! Le Monde, Libération, qui refuse une campagne de les pubs, c'est dans le droit. Je vais vous dire, Laurent. Mais non, mais c'est à l'époque, pas obligé de passer toutes les pubs qui se présentent. On peut avoir des objections. Bien sûr, vous avez le droit de ne pas passer la pub de CNews. Mais je vais vous dire, on est dans le climat, le combat idéologique qui va être rude ces prochaines années. Vous comprenez que Libération et Le Monde ne diffusent pas une radio considérée de droite? La publicité, oui. Enfin, la question, elle n'est pas seulement de savoir si CNews est de droit ou pas. Traditionnellement, les médias n'aiment pas forcément beaucoup faire la promo des médias concurrents. Et les autres le font. Enfin, Le Parisien, Le Figaro ont publié cette campagne de publicité, je crois. Il n'y a que Le Monde et Libération qui ont refusé. Et encore une fois, n'aime pas trop. Ça ne veut pas dire que c'est le système. Au-delà, enfin, je dirais réduire ou en tout cas considérer que c'est juste un affrontement médias de gauche, médias de droite, c'est peut-être un peu rapide. Si on tombait dans le complotisme, on pourrait penser que Le Monde proche de Xavier Niel versus le CNews, chaîne de Canal, avec au milieu des fréquences de la TNT à attribuer, tout ça peut jouer. Enfin, là, je pense qu'on tire un peu loin. Voilà. Dans cet avou colère de certains médecins, alors ça c'est incroyable, on pourra parler aussi du numérique et qui n'est pas régulé. Les fake news sont de plus en plus importants sur TikTok et les thèses complotistes pullulent. TikTok qui est utilisé par les adolescents, Valérie, et qui sont évidemment plus influençables qu'une autre population. Alors un thème à la mode en ce moment, les crèmes solaires, qui sont donc faites pour protéger des UV et des cancers, et qui sont dénoncées sur TikTok. Un médecin poussé un coup de gueule dans cet avou. Hélène Rossineau est médecin. Elle a ouvert un compte TikTok pour prodiguer des conseils pédagogiques aux proches aidants. Depuis quelques mois, elle découvre sidérée la prolifération des vidéos de désinformation, dont celle d'une naturopathe qui affirme que la crème solaire pouvait tuer. Réalises-tu le poison que tu donnes à ton corps chaque jour? Tout ce que tu mets sur ta peau est absorbé dans le sang et va dans ton foie. Si tu ne veux pas boire un cosmétique car il est trop dangereux en ingestion, reste loin du produit. Et c'est marqué avec un petit symbole nucléaire. Les produits que je n'utilise plus depuis que je tiens à ma santé. Et la première image qu'on a derrière, c'est crème solaire, cocktail de produits hyper toxiques. Et elle expliquait que les médecins qui prônaient le fait de se protéger du soleil étaient globalement aussi dangereux que ceux qui, dans les années 50, disaient qu'il fallait fumer pendant la grossesse. Donc, qui est spécialiste du numérique, comment on fait pour gérer TikTok et tout ce qu'on trouve dessus? Ça, c'est vraiment une question majeure. À deux titres. D'abord parce qu'effectivement, sur TikTok ou sur Twitter, on peut poster à peu près ce qu'on veut, sans aucun contrôle, sans aucun filtre. Mais même plus que ça. Quand Elon Musk a récupéré la propriété de Twitter, il a expliqué que ça devait être la grande liberté pour tout le monde, moyennant quoi, enfin vous en avez peut-être fait l'expérience si il y avait un compte, les notifications qui remontent dans Twitter sont de plus en plus le genre de choses que vous citiez à l'instant, enfin de la désinformation, du propos polémique, raciste, homophobe, etc. Y compris venant de comptes auxquels on n'est pas abonné. Donc il y a un vrai enjeu. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de CNews ou des chaînes publiques. Tout cet environnement-là, les médias traditionnels et les médias audiovisuels particulièrement, sont suivis, sont écoutés, sont surveillés au bon sens du terme par l'Arcom tous les jours. Là, on a à côté un océan de n'importe quoi, mais malheureusement un océan dans lequel beaucoup vont se baigner tous les jours, et en particulier chez les plus jeunes. Bien sûr, 6 influenceurs sur 10 ne respectent pas la loi. C'est à propos des partenariats rémunérés. Absolument. C'est aussi, on l'a évoqué dans l'émission précédente, avec 2 députés qui proposent une loi pour encadrer cela, mais sauf que ce qu'on disait, c'est que ça allait être extrêmement compliqué de faire des contrôles. Absolument, et vous en avez peut-être fait Il vous est peut-être arrivé un jour, Valérie, en télé, de montrer un bouquin à l'antenne, et derrière que le CSA vienne à l'époque, vous chercher des poux dans la tête en vous disant que c'était de la publicité clandestine. Enfin, autrement dit, tout ça est extrêmement contrôlé dans les médias historiques. En numérique, vous montrez exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez, vous en dites ce que vous voulez,
Et il y a effectivement personne aujourd'hui. Très peu de sanctions. Bon, vous m'avez demandé de la bonne musique, Valérie. Oui. Donc, il y a 2 jours, vous m'avez demandé Michel Thor. Eh bien, non. Si vous m'avez demandé de la vraie chanson française, eh bien, hier, elle était en live dans C'est à vous pour chanter Emmène-moi danser ce soir, mais un plug, une guitare, une seule guitare. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi la cour comme aux premiers instants. Voilà. Regardez, sa voix, c'est une blague entre nous. Gilles termine tous les jours en musique. Et, mais votre slow à l'instant était parfait. C'était pas mal. C'est quand même mieux que qu'est-ce que vous m'avez passé hier. Oh, je dirais pas, non, je sais. J'ai passé Louane hier. Ah oui. C'est mieux. C'était pas mal, Louane. Ou Hervé. Allez, on se retrouve dans un instant avec Philippe Bailly pour parler de tous les bouleversements dans l'audiovisuel et sur les réseaux aussi, et de Xavier Niel qui veut racheter M6. À tout de suite. 10h, 10h30, Sud Radio Média. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Philippe Bailly, fondateur et PDG de NPA. C'est une agence conseil auprès des chaînes, principalement. Vous êtes spécialiste de l'économie des médias et c'est vrai qu'il y a pas mal de bouleversements en ce moment entre l'arrivée de nouvelles plateformes. On parle de Salto qui risque de disparaître ou en tout cas d'être racheté. On parle également de Xavier Niel qui voudrait récupérer le canal d'M6 et puis tous nos changements de comportement face à la télévision. Vous avez vu, vous, évoluer les comportements des Français. Peut-être qu'on peut parler de ça et vous avez tweeté il y a quelques jours sur l'énorme part de marché du replay. En fait, les gens ne regardent plus la télévision comme avant. Les gens regardent encore quand même pour à peu près 3/4 du temps la télé linéaire, enfin donc la télé en direct, mais c'est vrai qu'à côté de celle-là, qui était la seule, il y a 20, on aurait fait la même émission il y a 20 ans, il y aurait eu encore 75% des Français qui n'avaient que 5 chaînes. C'était l'époque de l'analogique où il y avait la chaîne, où il fallait déplacer l'antenne, l'antenne râteau, machin, enfin voilà. Aujourd'hui, les possibilités se sont multipliées depuis. Il y a eu la TNT, il y a eu les plateformes de partage de vidéos à la YouTube, il y a le replay évidemment, la SVOD, donc les programmes à la demande sur abonnement. Maintenant, son pendant gratuit qu'on appelle l'AVOD, donc les programmes à la demande gratuits. Ce qu'on voit dans tout ça, c'est que il n'y a pas une nouvelle forme qui a tué les précédentes. Ça, c'est le vieux fantasme. La télé devait tuer le cinéma, etc. Et c'est pas vrai. Historiquement, donc les plateformes, selon vous, ne vont pas tuer la télévision. Non, les offres s'accumulent, mais elles ne s'éliminent pas les unes les autres. En revanche, elles se battent principalement pour du temps. Le temps que vous pouvez passer devant les écrans, et ça va être là, je pense, un des enjeux majeurs des prochaines années, c'est que pendant des années, on a consommé de plus en plus, regardé de plus en plus de vidéos, passé de plus en plus de temps devant nos écrans. Nous, deux études qu'on a faites en fin d'année dernière, l'une qui montre que le temps vidéo, le temps qu'on passe à regarder, ça y est, il est arrivé un peu, il plafonne, un peu au-dessus de 4 heures par jour, bien sûr. Beaucoup, ouais. Et parce que on passe toujours autant de temps à dormir, tant mieux. On passe toujours autant de temps à travailler, et même ça va plutôt remonter, recul de l'âge de la retraite, le modem qui propose de remonter un peu la durée hebdomadaire, etc. On passe toujours autant de temps à manger, enfin bref, à la fin, on a un gâteau qui a l'air de plus vouloir grossir, donc il va falloir le partager, ça va être plus compliqué. L'autre chose, c'est sur l'équipement. On s'est habitué à avoir de plus en plus d'équipements à portée de la main, de plus en plus d'écrans, smartphones, tablettes, ordinateurs, télé, etc. Et là, quand on regarde au niveau mondial les chiffres, là aussi on est arrivé à un plafonnement. Parce qu'on est un peu moins... Mais est-ce que ça a dépassé l'écran télé? Est-ce qu'on est plus sur nos tablettes et sur nos portables? Eh bien, le paradoxe, c'est que malgré tout... Alors, dans le métro, non, vous emmenez rarement votre télévision dans le métro, sauf vous, Gilles. Mais en général, donc... les écrans mobiles, ils ont créé de nouveaux endroits et de nouvelles possibilités à regarder, mais quand on est chez soi, on préfère regarder le téléviseur, et toutes ces nouvelles formes de numérique
petit à petit viennent et envahissent le téléviseur. Il y a 80% des visionnages en SVOD qui sont sur la télé. Il y a plus du tiers du temps passé sur YouTube qu'il est maintenant sur la télé, etc. Un tiers du temps de YouTube est sur l'écran télé. Oui, absolument. C'est vraiment la télévision écran roi. Il reste... Ah oui, ça c'est étonnant. J'aurais cru l'inverse. Parce que beaucoup de nos invités nous disent, je n'ai plus de télévision, je regarde sur mon ordinateur. Alors ça fait pas, c'est pas des études comme les vôtres, mais on avait ce sentiment, les jeunes, je vois, regardent sur leur tablette, sur leur ordi. Pas tant que ça, et en tout cas, quand ils veulent regarder un programme long et qu'en plus potentiellement ils veulent le regarder à plusieurs, la télé c'est d'autant plus un bon écran pour ça que là aussi, c'est comme il y a 20 ans. La télé d'il y a 20 ans, c'était un espèce de monstre cathodique. Dès que vous vouliez un écran qui soit un peu significatif, ça vous bouffait la moitié du salon. Là, on est sur des écrans 2 fois plus grands, plats, accrochés au mur. Enfin, et qui vont bientôt être transportables d'une pièce à l'autre, si vous avez qui peuvent se plier, qui peuvent s'enrouler. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de la multiplication des plateformes? Parce qu'il y a un moment aussi où on ne peut pas s'abonner à tout. Donc il y a eu Netflix, après on a eu Salto, il y a Apple TV, il y a Prime Video, on a reçu Paramount Plus qui vient d'arriver. Donc tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui va se passer à terme? Est-ce qu'il va y avoir des regroupements? Comment on gère d'abord ces plateformes? À combien on est abonné? Et est-ce qu'on s'abonne et on se désabonne en fonction des séries qu'on veut voir? Je vais vous donner un chiffre que je n'ai encore donné nulle part parce que je l'ai calculé hier. On a un baromètre trimestriel qui suit ça. Là, à fin d'année, on était à 56% des Français qui avaient qui étaient abonnés à au moins un service de SVOD, donc plus d'1 sur 2, et ça monte, ça continue à monter. C'est 3 points de plus que à la fin de l'automne. Et en moyenne, il y a 2 abonnements par foyer. Et évidemment, nous, en France, mais comme partout dans le monde, on se demande jusqu'où ça peut monter, en se disant, il y a un moment où l'inflation, les craintes sur le pouvoir d'achat, etc. Bon, manifestement, on n'est pas encore arrivé au sommet, et même mieux que ça, on interroge les panélistes aussi sur leurs intentions de résilier dans les 3 prochains mois. Et ben ça s'améliore. A priori, la fidélisation est continue, est bonne, et il n'y a pas de très fortes intentions de se désabonner. Alors ça ne veut pas dire que le paysage ne va pas bouger. Effectivement, vous parliez de regroupement. Ou de disparition. En France, on risque d'avoir la disparition de Salto. Ça sera dommage parce qu'on va interrompre le service au moment où il était vraiment en montée, peut-être pas verticale, mais en forte montée. Et puis, aux États-Unis, surtout, il y a pas mal de financiers qui anticipent qu'entre Disney, Universal, Paramount, Warner, etc., il va y avoir encore des regroupements. Et que donc, à la fin, c'est peut-être pas le consommateur qui va arrêter de vouloir souscrire à des services, mais c'est peut-être les services eux-mêmes qui vont se regrouper. Oui, on a vu que OCS allait être acheté par Canal+, et on a vu que Prime lançait un pass Warner où on retrouvait les chaînes, en tout cas les programmes qui étaient sur OCS qu'on va retrouver sur Prime Video. Absolument. Enfin, et puis non seulement les programmes d'HBO qui étaient sur OCS, mais tout un ensemble de chaînes que le groupe Warner édite. Alors, on les connaît pas toutes, Eurosport, tout le monde ne sait pas que c'est édité. Voilà. Mais tout ça rassemblé dans une offre sur Amazon qui va être une offre puissante. On parle d'M6 Oui, on parle d'M6. Donc M6 est à vendre. Il devait y avoir une fusion avec TF1 qui a capoté. Vous me disiez hors antenne que vous pensiez vous réellement que ça allait se faire. Qu'est-ce qui peut se passer? Xavier Niel s'est déclaré candidat au Canal 6. Oui, enfin, il a fait mieux que ça. Il a dit non seulement je suis candidat pour 2023, mais ça m'intéresse pas de postuler à une autre fréquence parce qu'il va y avoir d'autres fréquences sur lesquelles il y aura des appels à candidature en 2024-25 qui sont des fréquences de la TNT, W9, TMC, C8, etc. Il a dit, moi, celle-là ne m'intéresse que si j'ai déjà eu la plus grosse, entre guillemets, M6. La fréquence de M6. Donc, il a fait tapis, comme on dit au poker. Encore une fois, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de gris possible. Tout ça se déroule dans un horizon qui est incroyablement court puisque la fin de l'autorisation d'M6, elle est au tout début du mois de mai et on est déjà fin janvier. Donc dans 4 mois, les choses seront non seulement pliées, mais s'il y avait changement de propriétaire, il faut que le nouveau ait été capable dans l'intervalle de monter une chaîne, d'embaucher des équipes et d'être à l'antenne et d'assurer la continuité de l'antenne.
Mais M6 est à vendre ou c'est la fréquence qui arrive à échéance ou les deux? Alors, c'est ni l'un ni l'autre, pour être honnête. D'accord. C'est-à-dire que, d'abord, une fréquence, une autorisation de diffuser, en France en tout cas, c'est quelque chose que vous ne pouvez, juridiquement pas vendre. Ça n'a pas de valeur D'accord. économique, vous pouvez pas il n'y a pas un marché des fréquences. C'est pas ce qui a été fait pour Pink TV avec numéro 23. Alors c'est très subtil. Ouais, Dans ce cas-là, vous rachetez la chaîne, vous rachetez les meubles, etc. Et éventuellement la possibilité de diffuser. Mais il y a, à l'époque c'était le CSA, aujourd'hui c'est l'Arcom, qui doit dire s'il est d'accord ou pas. Et s'il n'est pas d'accord, et du coup la cession ne se fait pas, ce qui avait été le cas dans un premier temps, à l'époque. Et donc pour M6, aujourd'hui vous ne savez pas ce qui peut, vous dans vos projections, vous dites tout peut arriver. Xavier Niel a une chance. De toute façon, au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc, par définition, il en a davantage que ceux qui n'ont pas déposé de dossier. Après, ce qui est compliqué, pour ce qu'il a dit aujourd'hui de son projet, de la musique, des programmes patrimoniaux, etc. C'est assez vague et puis ça ressemble un peu à M6 quand même. M6 qui a succédé il y a 25 ans à TV6 qui était justement très, très musical. Il y a des choses qui sont compliqué. Alors, la galaxie d'un homme d'affaires comme Xavier Niel, c'est toujours énormément de sociétés entre lesquelles on a parfois un peu du mal à voir les liens. Donc Xavier Niel, c'est aussi le contrôle du groupe Le Monde, donc Le Monde, le Télérama, l'Obs, du groupe Nice Matin dans le Sud. Et donc, quel lien il y aura ou il n'y aura pas demain entre ces journaux et la chaîne, c'est évidemment important en termes de pluralisme de l'information. Xavier Niel, il est toujours aussi un des actionnaires de Media One. Media One, c'est à la fois beaucoup de production de magazines de flux, c'est à vous, entre autres, par exemple, de fiction, et puis c'est un certain nombre de chaînes thématiques. Est-ce que là aussi, il y a des synergies prévues ou pas? Ça intéresse certainement les autres producteurs, comme Stéphane Courby chez Banijay ou comme Newen, qui veulent se demander s'ils pourront continuer à vendre M6. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de questions. Alors, ça tombe bien, il y a une audition qui est prévue à l'Arcom le 15 février, mais alors je peux vous dire que ça va battre des records d'audimat, en tout cas chez les professionnels, parce qu'il y a beaucoup de questions. 11h du matin. Voilà pour les lève-tôt. Vous reviendrez nous en parler, Philippe Bailly, c'est passionnant. Merci à vous, fondateur et PDG de NPA. Je conseille à nos auditeurs qui sont passionnés par les médias de vous suivre sur Twitter, parce qu'il y a énormément d'informations sur ce monde des médias qui est en pleine mutation. Merci à vous. Dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin qui sera avec vous. Très bonne journée sur Sud Radio.